Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 6 mars 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Et on perd pas une seule seconde sur le show rouge. On débute directement avec Solo Sikoa face à Kevin Owens. Solo Sikoa qui, on va dire, a été briefé par Paul Heyman, comme Jimmy Uso d'ailleurs. Voilà, ils doivent régler le problème Kevin Owens, ils doivent régler le problème Sami Zayn ce soir. Voilà, c'est un ordre de la part de Paul Heyman et du chef de tribu Roman Reigns qui n'est pas là ce soir. Et donc on a ce match qui va durer 11 minutes, quelque chose comme ça, un match qui est largement dominé par Solo Sikoa. Je rappelle, Solo Sikoa n'a toujours pas perdu dans le roster principal, peut-être dit disqualification ou quoi que ce soit, je suis même pas sûr d'ailleurs, mais il n'a pas perdu un match. Pour le moment il n'a pas pris un tombé, ça fait quand même très long, hein. Il est arrivé quoi, l'été dernier, un peu moins, ouais, si l'été dernier, donc ça fait quand même, 6-7 mois, donc c'est vraiment pas mal déjà comme streak. Et donc on a ce match qui est vraiment bon. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à une telle domination de la part de Solo Sikoa. Et au moment où Kevin Owens revient dans ce match, au moment où Kevin Owens enchaîne ses prises, enchaîne avec sa Swanton Bomb, eh bien Jimmy Uso va intervenir, donc disqualification. Et j'avoue que commencer le premier match du show par une disqualification au bout de 11 minutes de match, donc c'est un match qui est plutôt long, on a une bonne pub, etc. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Honnêtement, j'étais un peu blasé à ce moment-là. Donc, Solo Sikoa et Jimmy Uso qui veulent s'en prendre violemment à Kevin Owens avec un Solo Sikoa qui veut porter son Big Splash, vous savez, lorsqu'il saute au-dessus des barricades. Mais Sami Zayn va intervenir avec une chaise, Sami Zayn qui va s'occuper des deux. Donc ça, c'est vraiment cool, hein. Sami Zayn qui vient sauver Kevin Owens, un Sami Zayn qui tend la main à Kevin Owens et Kevin Owens qui n'accepte pas cette main tendue et qui s'en va. Et j'aime beaucoup cela, encore une fois je trouve que c'est bien, j'aime que Kevin Owens, ça se passe pas comme ça se passe pas aussi facilement, je pense qu'il faudra une vraie promo entre les deux et quand il y aura cette promo, ça va être un vrai gros moment, mais c'est bien. J'aime le fait que Kevin Owens n'accepte pas tout de suite. J'aime le fait que Kevin Owens, ouais, il a été trahi pendant des mois et des mois par Sami Zayn. Il va pas, du jour au lendemain, accepter l'aide de Sami Zayn. Donc ça, j'aime énormément. J'avoue qu'en termes de construction d'histoire, ça pour le coup, c'est très bon. Par contre, encore une fois, je reviens dessus, mais la disqualification dans le premier match de la soirée, ça c'est pas bon. Bianca Belair, la championne d'Euro, fait face à Carmella qui est accompagnée de Chelsea Green. Il y a un petit duo qui est en train de se former avec Chelsea Green et Carmella. Et j'avoue que j'aime beaucoup les interactions qu'elles ont en backstage avec Adam Pearce. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment très drôle. Et c'est vraiment les deux petites garces, les deux petites pestes, j'ai envie de dire, d'Euro. Et je serais pour, mais vraiment totalement pour, de les voir en équipe. Vraiment, autant sur le ring, ça serait pas fantastique. Mais en termes de personnages, en termes de construction de personnages justement, et en termes de personnalité, je pense que c'est une équipe qui fonctionnerait vraiment très bien. Peut-être ça me ferait penser presque au Lay Cool à l'époque, à Michelle McCool et Layla qui étaient insupportables. Je me rappelle quand j'étais petit, vraiment je les détestais. J'avoue que ça me fait penser un peu à ce genre d'équipe là. Bref, on a un match qui va durer 7-8 minutes, qui est pas mauvais. D'ailleurs, je crois que c'est un match Carmella-Bianca Belair qu'on n'avait plus vu depuis 7-8 mois. Donc, il y a une certaine fraîcheur dans cette affiche. Voilà, c'est pas mauvais, mais il n'y a rien de passionnant non plus, hein. D'ailleurs, le public n'est pas ultra investi. Finalement, Bianca Belair va réussir à l'emporter malgré les 15 000 interventions de Chelsea Green. Après le match, Chelsea Green va encore s'en prendre à Bianca Belair. Et c'est Asuka qui va venir avec un Blue Mist, si je puis dire, donc pour sauver Bianca Belair. Et on va encore avoir un face-à-face entre les deux. Et il ne se passe rien. Et encore une fois, je vais revenir dessus, je vais me répéter. C'est comme ça que tu construis Asuka contre Bianca Belair, avec juste des face-à-face de Asuka qui n'explique rien, qui ne parle pas, qui ne fait rien d'autre que venir aider Bianca Belair et avoir un face-à-face avec elle. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ça me gêne, encore une fois, ça me gêne. Asuka qui d'ailleurs, encore babyface, hein, vraiment, Asuka, parce qu'elle vient sauver Bianca Belair. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas l'idée, je comprends pas pourquoi, je comprends pas où ça veut aller, je comprends pas ce que ça va raconter, en fait, parce que voilà, WrestleMania, ça commence à se rapprocher. Là, on a 4 semaines maintenant, un peu moins. On n'a rien eu entre les deux, à part deux face-à-face où tu ne comprends rien. On n'a rien eu, donc ouais, encore une fois, ça me déçoit. The Miz est sur le ring
et il doit faire le modérateur entre Seth Rollins et Logan Paul qui vont se retrouver sur le ring. Il y a de la tension entre les deux. Et quel segment! J'ai adoré ce segment. Déjà, il y a toujours quelque chose de mystique. Il y a quelque chose quand même qui est en train de se créer avec Seth Rollins depuis maintenant quelques mois, avec ce thème d'entrée et ce public qui va chanter pendant de longues minutes ce thème d'entrée. Ça fait déjà quelques mois, ok, mais c'est de plus en plus fort, c'est de plus en plus impressionnant, et je trouve que ça devient mystique, ça devient légendaire. Et je pense pas abuser avec ça, mais on est sur quelque chose de légendaire. Ce qui se passe avec Seth Rollins et ce thème d'entrée chanté par le public. Je crois que là, il y a 11 ou 12 000 personnes à Boston, donc on a un public très très chaud avec beaucoup de monde, et ça s'entend. Ça s'entend. Un Seth Rollins qui est énervé, un Seth Rollins qui veut se présenter à Logan Paul en disant que voilà, c'est le visionnaire, c'est le révolutionnaire Seth freaking Rollins. Et Seth Rollins, bah, il est pas très content. Il est pas très content, et bien parce qu'il a des petits problèmes avec Logan Paul. Logan Paul qui se présente lui aussi, qui dit « Je sais, je comprends pourquoi tu ne m'aimes pas, et à ta place, bah, je m'aimerais pas non plus. Je suis un gars qui t'a embarrassé 2 fois, au Royal Rumble et à Elimination Chamber. Je suis un gars jeune qui arrive, qui finalement en 1 an accomplit beaucoup de choses que tu n'as pas accompli en 20 ans. Je suis un gars qui arrive justement alors que toi t'es en fin de carrière. Donc ouais, je comprends pourquoi tu m'aimes pas. » Et Seth Rollins va lui dire non, moi je t'aime pas et les gens ne t'aiment pas parce que tu es une poubelle, vraiment. Tu es vraiment un sac de poubelle, tu es vraiment une mauvaise personne, voilà, pour être gentil. D'ailleurs, le public qui va chanter le FU, hein, voilà, fameux FU, pendant très longtemps, et ça va bien s'entendre. Et Logan Paul, je le trouve parfait. Il est insupportable, mais c'est le Logan Paul que je voulais avoir. Un Logan Paul arrogant, un Logan Paul qui se croit au-dessus du monde, au-dessus de ces gens, au-dessus du peuple. Et c'est exactement ce que je voulais avoir dans ce genre de promo. Un Seth Rollins qui va dire « Ok, j'en ai marre de parler, je veux t'affronter maintenant. » Et j'adore le Logan Paul qui va dire « Tu crois vraiment que je vais vraiment catcher là pour rien, en fait, gratuitement, à Boston? Non, moi il me faut un gros show. Il me faut un gros événement, il me faut de l'argent. » Et The Miz va dire « Pourquoi pas WrestleMania ?» Seth Rollins va envoyer The Miz à l'extérieur du ring, et finalement on va avoir un petite baston entre Rollins, Miz qui va s'interposer, qui va prendre un super kick, et Logan Paul qui va mettre une grosse droite à Rollins pour terminer le segment. Il va prendre le micro et dire bye bye bitch, ce qu'avait dit Seth Rollins la semaine dernière. Bref, vraiment super, vraiment j'ai adoré ce segment. Là je crois que c'est officiel, hein, le Rollins Logan Paul pour WrestleMania, ça sent très très bon. Omos fait face à Dolph Ziggler et ça va être très court, ça va durer quoi, 15 secondes, 20 secondes. Omos va vraiment exterminer Dolph Ziggler. Donc victoire très très rapide de Omos. On va avoir une promo là aussi très rapide de MVP qui va dire à Brock Lesnar, il ne fallait pas s'en prendre à moi la semaine dernière parce que maintenant c'est Omos qui va s'en prendre à toi, hein. Omos contre Brock Lesnar qui est officiel pour WrestleMania. Pour revenir vite fait dessus, sur le papier, ça aurait pu être un match qui me hype un tout petit peu honnêtement. Le problème, c'est qu'Omos n'a pas été construit depuis des mois et des mois. C'est qu'Omos est à l'écran de temps en temps pour affronter des jobbers. Le problème, c'est qu'Omos n'est pas booké, voilà, tout simplement. Et je suis pas fan d'Omos, j'aime pas forcément ce qu'il fait, ce qu'il a fait, mais à la limite, s'il avait été booké, j'aurais pu avoir un certain intérêt pour ce combat. Là, ça arrive de nulle part, ça arrive vraiment de nulle part, oui, et donc vraiment, ça me gêne. Vraiment, ce match me gêne beaucoup. Finn Balor fait face à Johnny Gargano. Un match qu'on a déjà vu lors d'un takeover. Alors je sais pas si on l'a eu sur plusieurs takeovers, mais je sais qu'il y a 3-4 ans, quoi, c'était à 3 ans maintenant, on avait eu un Johnny Gargano face à Finn Balor. Je crois que c'était NXT Takeover Portland. Peut-être que je dis une bêtise, mais je me souviens que c'était un excellent match. Bon, en même temps, Finn Balor, Gargano, il n'y a pas trop de doute sur la qualité du combat. Mais donc on les retrouve sur le ring à ce moment-là, pas du tout au même moment de leur carrière. C'est un bon match. Je trouve que c'est un match qui est bon, qui va pas aller plus loin que ça, parce que déjà en plus le public est pas hyper investi, même si au fur et à mesure du combat et au fur et à mesure bien, que le combat est bon, tout simplement, s'accélère, gagne en rythme, bien le public va s'exciter un tout petit peu, même si encore une fois il n'y a pas une ambiance de dingue. Bien on a beaucoup d'interventions du Judgment Day, et donc la musique de Edge va retentir, un Edge qui va pas rentrer par l'entrée normale, là où l'attend Rhea Ripley et Damien Priest. Va arriver donc par le public, et il va surtout distraire, il va surtout pousser Finn Balor.
Gargano va en profiter pour porter son finish. 1, 2, 3, victoire de Gargano, et j'ai presque envie de dire grosse victoire de Gargano. Alors pour revenir vite fait sur cette victoire, je vois pas trop où ça veut aller, c'est-à-dire que c'est une bonne victoire je trouve pour Gargano, mais on a quelques semaines de Mania, t'as l'impression que déjà tout est bouché, donc peut-être que c'est pour l'après-Mania, possiblement, hein, je ne sais pas. C'est vrai que là, à ce moment-là, donner cette victoire à Gargano, je ne comprends pas trop la signification. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après le match, Edge va porter un gros spear sur Finn Balor. D'ailleurs, il va dire en interview d'ailleurs que la semaine prochaine, il attend Finn Balor sur le ring. Bon, on peut s'attendre à l'officialisation de leur match la semaine prochaine lors de Raw. Piper Niven fait face à Nikki Cross. Piper Niven qui avait perdu la semaine dernière face à Candice LeRae suite à une intervention de Nikki Cross. Bah, y a rien à dire sur ce combat, hein. Ça dure quelques secondes et le finish est même pas beau. Je sais même pas s'il est botché, mais en tout cas, il est à moitié raté quand même, je trouve. Et donc c'est une victoire de Piper Niven. Là non plus, hein, je ne sais pas ce que cette victoire de Piper Niven veut dire à quelques semaines de WrestleMania. Pas grand chose, j'imagine. Voilà, on essaye de boucher un peu les trous. Encore une fois, je le répète, c'est pas en faisant des matchs de 3 secondes que le public va s'investir derrière Piper Niven, mais c'est en faisant des segments, c'est en faisant autre chose que des matchs aussi courts. Vraiment, c'est la base. Je vais pas apprendre le booking à Triple H, mais en tout cas, ça c'est la base. John Cena, mesdames et messieurs, est sur le ring. John Cena qui a l'air très ému, un John Cena qu'on n'avait plus vu depuis 3 mois maintenant, hein. Avant le dernier SmackDown de l'année, il était absent pendant 1 an, même 1 an et demi, et donc ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu avec un micro, parce que là ouais, il va venir avec un micro, là on sait qu'il est là pour parler, on sait qu'il est là pour faire quelque chose, et pas simplement un combat, et honnêtement, je préfère avoir une promo de John Cena qu'avoir un match de John Cena. Et John Cena va pas avoir le temps de dire grand chose car le champion des États-Unis, Austin Theory, va arriver. Et là, directement, on rentre dans le vif du sujet avec un Austin Theory qui va demander un match, enfin qui va dire à WrestleMania, tu sais quoi, t'as un ticket gagnant pour WrestleMania, t'as un ticket en or, je t'offre un match contre moi à WrestleMania pour le titre de champion des États-Unis. Et Cena va dire non. Cena va dire non. Alors déjà, premier choc, tu te dis, ok, après tu comprends où ça veut aller, et un Cena qui va être parfait, un Cena qui va être charieur, un Cena qui va faire beaucoup de blagues, un Cena qui va clasher Austin Theory, un très bon Cena, le Cena qu'on aime, le Cena qu'on adore, le Cena qui est très taquin, j'ai envie de dire, mais le Cena qu'on aime, vraiment le Cena qu'on aime, un Cena donc qui va dire, bah je dis non parce que pourquoi j'accepterais ce match en fait? Pourquoi j'accepterais ce match alors que tu ne crois pas en toi en fait? Tu ne crois même pas en toi. Pourquoi j'accepterais un match face à Austin Theory? Face à Austin Theory. Et d'ailleurs, il va dire, mais tu sais quoi, t'as le plus grand nom, t'as le meilleur nom de l'histoire en fait, Austin Theory, parce que Theory, donc la théorie, parce que bah, en théorie, tu es bon, en théorie, tu fais lever les foules, en théorie, tu remplis des stades, mais ça, c'est que de la théorie. En réalité, on est très loin de tout ça. On est très loin de cet homme-là. Et John Cena va vraiment continuer ce clash. Il y a vraiment plusieurs clashs, il y a vraiment plusieurs phrases que j'ai trouvé beaucoup trop drôles. Et d'ailleurs, même Austin Theory, on va dire, va clasher la calvitie de John Cena. Et John Cena, très fier, qui va la montrer, qui va dire, il n'y a pas de souci, pas de souci à avoir une calvitie. D'ailleurs, je suis totalement pour. C'est-à-dire que vraiment, ça fait débat depuis qu'on a vu John Cena avec une calvitie. C'est vraiment un sujet sur les réseaux sociaux. Les gars, c'est un homme de plus de 40 ans qui a une calvitie. Il n'y a rien de choquant, hein. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Un Cena qui va finalement dire, bah tu sais quoi, je le fais pas pour toi. Je le fais pas pour toi parce qu'on parle de never give up, donc n'abandonne jamais. Je le fais pas pour toi. J'accepte pas pour toi, mais j'accepte pour eux. Je ne veux pas les abandonner. Ce public-là veut ce match à WrestleMania. Donc, j'accepte ton défi. Donc, John Cena face à Austin Theory à WrestleMania, c'est officiel. Un Cena qui va dire tu n'as rien ici, en montrant la tête de Austin Theory. Tu n'as rien dans le ventre. Voilà, en montrant tu n'as pas tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'as pas le cran. Et tu n'as rien. Il va pointer les coronesses de Austin Theory. Tu n'as rien ici non plus. Ça fait mal. Et d'ailleurs, il va reprendre le micro derrière et il va dire Ouais, va falloir que tu travailles sur les coronesses. Ouais. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Vraiment, Cena est incroyable. Cena qui d'ailleurs fait une mini-introduction pour Cody Rhodes. Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, il fait une introduction pour Cody Rhodes. Ok, Cody Rhodes qui se montre. Gros câlin avec John Cena. Et là, il y a des échanges de mots. Et c'est un peu comme ce qu'avait fait Undertaker avec Bray Wyatt. T'as des échanges de mots. J'avoue que j'aurais bien aimé entendre ce qui se dit parce que
je considère Cody Rhodes comme le possible futur John Cena parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est celui qui vend le plus de marchandises en ce moment, c'est celui qui fonctionne le plus avec les jeunes, et c'était ce que faisait John Cena. Alors il sera jamais d'un niveau d'un John Cena, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc d'avoir encore une fois ce passage de témoin, ce passage de flambeau entre les deux, j'ai trouvé ça beau. Encore une fois, je suis pas sûr que ça faisait beaucoup sens, mais j'ai trouvé ça vraiment très très beau, donc j'ai adoré ce segment de A à Z. Chad Gable fait face à Baron Corbin, un Baron Corbin qui enchaîne les défaites depuis maintenant très longtemps, même avant que JBL s'en aille, il enchaînait les défaites, et un Baron Corbin qui va pas changer ses bonnes habitudes, parce que c'est un match qui va durer 2 minutes, et Chad Gable va faire abandonner Baron Corbin. J'ai envie de dire, une des rares victoires de Chad Gable, un Gable qui gagne jamais lui non plus, et là pour le coup, c'est une victoire pour Gable. On en parle quand même beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, mais un Gable avec son talent et avec ce qu'il fait maintenant depuis des mois et des mois sur le ring, j'ai envie de le voir dans la mid-card, en tout cas dans quelque chose de plus important dans l'année 2023, et je pense qu'il aura une chance pour le titre des États-Unis ou un titre intermédiaire dans l'année, parce que vu ce qu'il fait sur le ring et vu presque sa surutilisation de la part de Triple H, je pense que ouais, Triple H l'aime beaucoup, je pense que le public l'aime beaucoup, je pense que les fans l'aiment beaucoup, et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec Gable en 2023. Les nouvelles championnes par équipe de la WWE, Lita et Becky Lynch sont sur le ring et sont forcément très heureuses d'être les nouvelles championnes, mais elles doivent féliciter et remercier une personne. C'est bien évidemment Trish Stratus qui va arriver, Stratus qui a l'air en super forme, vraiment, et surtout qui est très heureuse d'être là, et qui, surtout, veut parler de Bayley, mais Bayley va directement arriver avec le Damage Control, va s'en suivre un échange un peu ennuyeux, comme un peu le début de cette promo, où finalement, ce qu'on va retenir, et la seule chose qu'on va retenir de cette promo, eh bien, c'est que Trish Stratus voulait un match contre Bayley, et surtout veut un match 3 contre 3, donc Damage Control contre Stratus, Lita et Becky Lynch, un match que Bayley va accepter. Bref, le match est officiel pour WrestleMania, ça va partir en vite fait en baston, mais Damage Control va s'en aller. Bon, on le voyait venir, ce 3 contre 3, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée, parce que je le dis, mais assez souvent, mais il faut d'autres matchs féminins sur la carte que les matchs pour les titres, donc ça, je trouve ça cool. Maintenant, voilà, je l'ai dit depuis des semaines et des semaines, Bayley, Becky Lynch, je n'en peux plus, et là on repart sur Bayley, Becky Lynch, bien évidemment. Alors c'est Damage Control contre Becky Lynch, Lita et Trish Stratus, mais on va se retrouver avec le même genre de promo. Encore une fois, je ne sais pas si c'est sérieux, je ne sais pas si on est dans la blague, c'est toujours un peu le problème avec Bayley, Becky Lynch, et c'était le problème depuis le début de leur histoire, c'est qu'il y a eu des blagues, il y a eu des moments sérieux, il y a eu des blagues, des moments sérieux, on comprend pas trop où ils veulent aller, et je suis pas très hypé par ce match. Voilà, t'as des légendes, j'ai envie de voir ces légendes, j'ai envie de voir Trish Stratus en action, bien évidemment. Mais le reste, j'avoue que ça me hype pas tellement. Et le main event, Sami Zayn face à Jimmy Uso, un match qui va durer une dizaine de minutes. Un vrai beau combat, pour le coup. Alors c'est vrai que la moitié du combat est pendant la pub, mais c'est les pubs où vous pouvez voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour le coup, il va vraiment se passer des choses lors de ces pubs, dans le sens où très souvent, pendant les pubs, il se passe rien, c'est des colliers de tête, c'est de la soumission sur le ring. Là non, pour le coup, il se passe vraiment des choses, et de plus en plus, d'ailleurs, pendant ces pubs-là, il se passe beaucoup de choses, donc voilà, on continue de catcher, on continue d'être en action pendant ces pubs, et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Donc on a un vrai beau match de catch entre les deux, ça matche très bien, il y a une bonne alchimie, vraiment ça se passe très bien, bonne ambiance bien évidemment. Et pendant le match, Jey Uso va faire son apparition, et il va, en quelque sorte, sans le vouloir, distraire Jimmy Uso. Jimmy Uso qui va prendre un roll-up de la part de Sami Zayn. Donc victoire de Sami Zayn avec un roll-up. Ok, ça se termine là-dessus. Sami Zayn qui va s'en aller du ring. Et Jey Uso va rentrer sur le ring et va avoir un petit moment de tension entre les deux. Voilà, il n'y a pas eu d'explication encore entre les deux frères. Il n'y a pas eu de moment entre les deux frères depuis que Jey Uso a quitté la Bloodline. Et Jey Uso, il n'y a pas de câlin. Il n'y a pas de geste d'affection avec Jimmy Uso. Il va juste s'en aller du ring. Et il va se retrouver face à Sami Zayn, et là on craint le pire à ce moment-là. Et non, gros câlin entre Sami Zayn et Jey Uso, donc là, vraiment, moment de délivrance pour le public, on est tous très heureux. Jey Uso qui reste ami avec Sami Zayn, et ça nous fait plaisir, vraiment c'est le meilleur des moments, c'est une amitié qu'on aime depuis que Jey Uso a finalement accepté Sami Zayn. Voilà, c'est une amitié qu'on aime. Et ça va pas durer parce que Jey Uso va finalement porter un super kick dans la tête de Sami Zayn, ramener Sami Zayn sur le ring, et la Bloodline avec Solo Sikoa vont s'en prendre à Sami Zayn.
mais c'est Cody Rhodes qui va venir faire le save et le show se termine là-dessus. Là, on est vraiment en manque de temps. Le show se termine vraiment avec Cody Rhodes qui est devant Sami Zayn et qui attend de voir ce que la Bloodline va faire. Et ça se termine là-dessus. Alors, je suis partagé. On le voyait venir à des kilomètres. Le côté je fais un câlin et ensuite derrière je te trahis. On le voyait venir à des kilomètres, mais ça fonctionne quand même. Encore une fois, ce n'est pas parce que des choses sont faciles à prévoir ou sont finalement évidentes qu'elles ne sont pas bonnes. Là, pour le coup, je trouve que c'était bien fait en termes de caméra, en termes de mise en scène. C'était bien fait, rien à dire. Maintenant, je le dis depuis des semaines, si ça nous ramène à un Jey Uso qui revient dans la Bloodline comme si de rien n'était, là, ce samedi à SmackDown, et comme si rien n'avait changé, finalement, comme si Jey Uso n'était pas parti, ça me gêne. Là, pour le coup, ça me gêne. Donc, j'espère que vraiment qu'on va avoir une vraie continuité là-dessus, qu'on va pas avoir un Jey Uso qui va juste dire à Roman Reigns je te reconnais en tant que chef de tribu, j'ai fait une erreur, blablabla, je reviens. J'espère que ça va être plus complexe que ça, parce que si c'est simplement ça, je trouverais que c'est décevant et j'aurais envie de dire tout ça pour ça. Donc là, je donne pas mon jugement aujourd'hui parce que ça a été bien raconté et Jey Uso qui finalement reste avec son frère, je trouve que ça fait sens. C'est-à-dire que oui, il quitte la Bloodline, mais voilà, ça reste son frère et donc forcément, si son frère est en guerre avec Sami Zayn, bah, même si c'est Sami Zayn, bah, il va s'occuper de Sami Zayn. Mais tout ce qui est autour de la Bloodline, j'attends de voir. Bilan de ce Raw, j'ai trouvé que ce Raw était correct. Voilà, je dis correct parce que je trouve qu'en termes de in-ring, ça n'a pas été très passionnant. Alors, le main event est cool, l'intro est cool aussi, mais il n'y a pas plus. Et encore une fois, l'introduction, l'opener, ça se termine en disqualification. Là, le main event se termine en roll-up. Voilà, il n'y a pas un très grand combat, je trouve, dans ce show. Et c'est vrai que ça manque. Pour le coup, les segments ont vraiment été excellents, ont vraiment été au rendez-vous. Hein. Le segment Seth Rollins, Logan Paul, le segment John Cena, Austin Theory que je mets encore au-dessus, et finalement le segment main event, donc l'après-match de ce main event qui était vraiment très très cool. Là pour le coup ça a bien répondu aux attentes et vraiment ça me donne de la hype. Ce qu'on attendait aussi de ce Raw, c'est des officialisations pour WrestleMania parce que WrestleMania arrive à grands pas et la carte commence à se remplir et donc là on a des officialisations, Damage Control contre Trish Stratus, Lita et Becky Lynch. On a le Austin Theory, John Cena. Et on a finalement le Edge Balor qui va sûrement être, finalement être officiel la semaine prochaine. Logan Paul, Seth Rollins aussi. Donc voilà, on a tout qui se met en place. Donc ouais, un Raw, j'ai envie de dire, où j'en sors un peu mitigé. Donc moi je mets un 6,5, 7 quand même. Parce que, encore une fois, on a eu John Cena, on a eu de super promos. Mais en termes de catch, un peu déçu. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve, dès demain pour ma review de NXT Roadblock. Salut, salut!